Quasiment 22 heures sur CNews. C'est un plaisir d'être avec vous. Ce soir, on reçoit Bernard-Henri Lévy. Merci d'être avec nous. Merci. C'est un plaisir. Vous êtes venu, je crois, il y a un mois. On avait fait un point sur la situation et cette guerre en Ukraine. On va tenter de refaire de même un mois plus tard, comprendre ce qu'il se passe. Est-ce que nous sommes aux portes de la Troisième Guerre mondiale? Je vais vous poser la question juste après la Minute Info. Emmanuel Macron réinvesti pour un second quinquennat. Depuis le palais de l'Élysée, il s'est exprimé lors d'une allocution d'une dizaine de minutes. Le président a notamment fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus forte pour laquelle il entend agir sans relâche. Législative, coup d'envoi pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. La NUP a réuni sa première convention à Aubervilliers. L'occasion d'écrire une page de l'histoire. Selon Jean-Luc Mélenchon, c'est la première fois depuis 25 ans qu'un accord général intervient entre les forces traditionnelles de la gauche, des écologistes et des petits derniers, les insoumis. À Cuba, les recherches de survivants dans les décombres de l'hôtel Saratoga se poursuivent. Le bilan provisoire fait état d'au moins 26 morts dans l'explosion de cet établissement emblématique de la Havane. 46 blessés sont toujours hospitalisés. Un drame causé probablement par une fuite de gaz. En rénovation, l'hôtel aurait dû rouvrir ses portes mardi prochain. Voilà pour la Minute Info. Je le répète, merci encore d'être avec nous ce soir, Bernard-Henri Lévy. C'est important d'avoir votre expertise. Vous êtes un homme de terrain. Vous êtes allé en Ukraine. Vous étiez encore en Ukraine il y a de cela 2 semaines ou 3 semaines. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus d'un conflit qui est généralisé. Et la crainte des Français qui nous regardent, c'est de vivre un conflit global. Est-ce que nous sommes aux portes de la Troisième Guerre mondiale ? Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous sommes toujours au cœur d'une invasion néocoloniale, impériale, d'un pays, l'Ukraine, par un autre, la Russie. Je ne vois pas où est le conflit global. Les démocraties vendent ou livrent des armes à l'Ukraine. Oui. Enfin, ce n'est pas ça qui caractérise l'entrée dans un conflit mondial. Les pays passent leur vie à se livrer des armes les uns aux autres. La planète n'est pas pour autant dans un état de belligérance totale. Alors, il y a 2 choses quand même. C'est qu'il peut y avoir une Troisième Guerre mondiale si utilisation, par exemple, de la Russie d'une arme nucléaire. Est-ce qu'il y a un risque, par exemple, d'utilisation d'armes nucléaires sur l'Ukraine ? Écoutez, Vladimir Poutine brandit cette menace depuis des mois, bien avant la guerre d'Ukraine. Déjà le 17 décembre dernier, il a adressé aux Occidentaux un ultimatum, 2 ultimatums d'ailleurs, faisant état de cette menace d'utiliser son arsenal nucléaire si l'Occident ne cédait pas à ces conditions, pas sur l'Ukraine, sur l'Organisation générale de la défense européenne. Donc c'est vrai, cet homme n'a que cette menace à la bouche. Il est le premier à rompre le tabou qui pesait sur l'usage de l'arme nucléaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je crois en même temps que le même homme, la seule chose qu'il respecte et à laquelle il cède en général, c'est le langage de la force sage, de la force mesurée, mais de la force quand même. Autre cas qui pourrait nous faire rentrer dans un conflit total, c'est justement encore cet homme, Vladimir Poutine, qui considérerait que cet envoi d'armement, désormais on envoie des armes lourdes, fasse basculer la France ou un autre pays allié en tant que co-belligérant. Oui, mais je ne vois pas au nom de quoi. Vous savez, les Russes, c'est une des bizarreries de la situation, sont très légalistes en ce sens-là. Ils savent à peu près ce que ce genre de mots veulent dire. Et ils savent très bien que livrer des armes à l'Ukraine, ça ne veut pas dire entrer en guerre contre la Russie. Ça ne veut pas dire entrer dans un conflit mondial. Nous n'y sommes pas. Et les États-Unis d'Amérique et la France, Joe Biden, Emmanuel Macron, prennent garde, agissent avec beaucoup de prudence. Et ils soutiennent les démocrates ukrainiens, ce qui est la moindre des choses. Ils pèsent de tout leur poids pour arrêter ce massacre. Mais
ils ne franchissent pas la ligne et qui iraient vers un embrasement généralisé. Alors, factuellement, ils ne franchissent pas la ligne. Et quand vous parlez de discours sage d'Emmanuel Macron, c'est un fait. Et il était encore en discussion avec Vladimir Poutine cette semaine, conversation téléphonique lundi. En revanche, du côté des États-Unis, on s'est posé la question si les États-Unis ne soufflaient pas sur les braises, à force d'avoir des communications parfois agressives, voire trop agressives. Les braises, c'est Poutine. Oui, bien évidemment. Le feu, c'est Poutine. Aussi. Ce sont les incendies du Donbass, de Kramatorsk. Voilà le feu. Souffler sur les braises, ça veut dire quoi? Joe Biden, il fait son métier de chef d'État d'une démocratie qui a de la mémoire. Et il sait que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale sur le territoire européen. Et il dit, on arrête ça. On arrête de massacrer les enfants. On arrête de massacrer les civils et de les viser de manière parfois délibérée. Voilà ce que dit Joe Biden. Il n'y a pas d'excès de langage. Alors on le soupçonne d'arrière-pensée. Lorsqu'il dit que c'est un boucher... C'est vrai, ce qu'on a oui, mais vous voyez, c'est-à-dire que vous vous êtes allé sur le terrain, vous, Bernard-Henri Lévy, vous revenez d'Ukraine, vous dites, effectivement, ce que j'ai vu, c'était une boucherie. Certes, Vladimir Poutine est un boucher. Vous êtes Bernard-Henri Lévy. Mais là, c'est le président des États-Unis qui dit ça. Le président des États-Unis a le droit d'avoir un cœur. Et ce qu'il a entendu, et moi, c'est ce que j'ai vu à Boutcha, en effet, ça soulève le cœur. Voilà, ça soulève le cœur. Voir ces hommes, les mains ligotées, les yeux bandés, une balle dans la nuque, tomber d'un fusil, tiré à bout portant alors qu'ils étaient sur une bicyclette. Tout cela soulève le cœur. C'est le fait d'un boucher. Ben oui, président Biden a appelé un chat et un boucher un boucher. Et je préfère ça à cette façon que l'on a trop souvent de se coucher, d'essayer de trouver au boucher en question des excuses, de faire des compromis avec lui, de lui trouver des portes de sortie, d'essayer d'imaginer des arrangements futurs. Je pense qu'il est bon, parfois, de mettre un nom sur les choses, et en particulier sur les horreurs. Des preuves irréfutables de crimes de guerre ont été repérées selon Amnesty International. Est-ce qu'il est sérieux d'envisager, dans les mois ou les années à venir, Vladimir Poutine sur le banc des accusés, dans une cour pénale internationale? C'est toujours la même histoire. Ça paraît inconcevable sur le moment. Je me rappelle au moment des crimes contre l'humanité en Bosnie-Herzégovine commis par Milosevic. Ça paraissait impensable. Il était reçu, il était honoré, il était puissant, il était à la tête d'une des plus importantes armées du monde. Et puis le pouvoir de ces dictateurs, d'un seul coup, il s'effondre comme un château de cartes. Et ce qui était inconcevable la veille devient évident le lendemain. Donc, c'est possible, en effet, de voir Poutine. Il faut une conjonction d'événements. Il faut qu'il perde cette guerre, comme il est en train de la perdre militairement. Il faut que son peuple en ait assez et commence de le manifester de manière massive. Il faut que son entourage le fasse aussi. Mais, en effet, c'est souhaitable. Je le souhaite de tout mon cœur. Et ça n'est pas impossible. Et il y en a des dictateurs, vous savez, qui ont cru en leur propre impunité et qu'ils allaient jusqu'à la fin de leur jour flotter sur leur nuage de sang. Et puis un jour, en effet, ils se retrouvent à devoir rendre des comptes devant la justice des hommes. Je pense que cela peut arriver à Poutine. Bernard-Henri Lévy, vous avez dit tout à l'heure, je préfère qu'on dise que Vladimir Poutine est un boucher, parce que ce que j'ai vu sur le terrain, c'était une boucherie, plutôt qu'on essaye de négocier, de trouver une porte de sortie à cet individu-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la France ou qu'est-ce que l'Occident peut faire pour arrêter cette guerre? Aider l'Ukraine à la gagner. La seule chose qui permettra d'arrêter cette guerre, c'est d'aider l'Ukraine à la gagner. À la gagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire repousser l'armée russe au-delà des frontières de l'Ukraine. La repousser dans ses casernes où elle se trouvait avant le 24 février. C'est ça, arrêter la guerre. Et c'est possible? Écoutez, pour l'instant, c'est ce qui s'est passé à Kiev. C'est ce qui s'est passé à Mykolaïev, près d'Odessa.
Et c'est peut-être ce qui va se passer dans le Donbass. On nous avait annoncé là aussi une offensive éclair de l'armée russe sur le Donbass. Alors, et une victoire au 9 mai. Et on nous avait annoncé une victoire au 9 mai, c'est-à-dire là, dans quelques heures. On n'est pas rendu. Donc, on verra. Mais en tout cas, la fin de cette guerre, parce que Poutine ira, tant qu'il pourra, il ira. La seule chose qui peut l'arrêter, c'est s'il est repoussé. Voilà, si cette armée d'invasion est contrainte de retourner à ses baraques, à ses casernes. Voilà. Il ne s'agit pas de changer de régime, il ne s'agit pas d'encourager le peuple russe à ceci ou à cela. Il est assez grand et assez noble, le peuple russe, pour savoir ce qu'il a à faire. Mais il faut aider les Ukrainiens à récupérer l'intégralité de leur territoire, de leur liberté, de leur dignité, de la dignité de leurs femmes, de leurs fillettes violées ou qui le seront un jour. Il faut aider les Ukrainiens à cela de toutes nos forces, de toute notre énergie. Pour un démocrate, pour un ami de la liberté, je ne vois pas d'autre but concevable et raisonnable à court et moyen terme. Je le disais, vous êtes un homme de terrain et vous êtes allé plusieurs fois en Ukraine ces 3 derniers mois. Vous étiez, je crois, il y a 1 mois et demi à Odessa, et puis, vous l'avez dit, il y a 2 semaines ou 3 semaines à Kiev. Est-ce que vous aviez déjà vu de telles scènes d'horreur sur d'autres théâtres de guerre dans le monde ? Oui, bien sûr, j'en ai vu. J'en ai vu au Darfour, j'en ai vu chez les chrétiens du Nigeria, massacrés par Boko Haram. J'étais venu en parler ici, je crois, chez vous, il y a 2 ans. Bien sûr, j'en ai vu, j'ai vu des scènes de ce genre sur les champs de bataille où avait opéré Daesh. Ça, c'est les modus operandi des terroristes. Ceux qui se comportent comme ça, d'habitude, en tout cas dans les situations dont j'ai porté témoignage, notamment dans des reportages récents pour Paris Match, c'est Boko Haram au Nigeria, c'est Daesh en Syrie ou au Kurdistan irakien. Est-ce que ça veut dire que Vladimir Poutine se comporte comme un terroriste aujourd'hui ? Ça veut dire qu'il se conduit comme les gens de Daesh, oui, et qu'il se conduit comme les gens, enfin que ses troupes et le commandement de ses troupes et leur commandant suprême qui est Vladimir Poutine se conduisent comme les chefs du califat islamique. C'est incontestable. Il y a là une espèce de familles bizarres et terrifiantes qui se rient des religions, qui se moquent des frontières et qui les unit les uns aux autres. Il y a une sorte de club terrible, des tueurs, des décapiteurs, des violeurs. Et vous savez, je suis d'ailleurs ici même dans les coulisses de CNews avec 2 amies ukrainiennes qui arrivent de Kiev et qui sont des responsables d'une ONG et qui me racontaient tout à l'heure dans le taxi l'histoire d'une fillette de 13 ans qui a été violée pendant 2 semaines à Boutcha toute seule dans une maison, par une unité de l'armée russe, sans discontinuité, pendant des jours et des jours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça, des histoires de ce genre, je ne les ai entendues qu'au moment de la libération de Mossoul. Voilà, Mossoul, libéré de Daesh. On entendait des histoires comme ça. Donc les Russes se conduisent, oui, comme les terroristes qui ont occupé Mossoul. Et la question, c'est que si ces hommes se comportent comme des terroristes, pardonnez-moi, est-ce que c'est suffisant de livrer des armes à l'Ukraine ? Oui, parce que les Ukrainiens ne demandent rien d'autre. Les Ukrainiens sont des bons soldats et surtout, ils ont l'énergie de se battre. Voilà, il y a une sorte d'élan de résistance. On connaît ça, nous en France, on connaît et on aime cette tradition dans toute l'Ukraine. Donc, ils ne nous demandent pas de nous battre à leur place. Et c'est même eux, d'ailleurs, qui se battent, non pas à notre place, mais pour nos valeurs. Et vous savez, je n'ai pas rencontré une Ukrainienne ou un Ukrainien, pendant mes séjours récents, qui ne m'ait dit la chose suivante. Nous nous battons pour nos fillettes, nous nous battons pour nos maisons, nous nous battons pour nos familles, mais nous nous battons aussi pour vous et pour l'Europe, parce que nous savons que le plan ultime des maîtres du Kremlin, c'est de démanteler
l'Europe occidentale avec ses valeurs et son système et son mode de civilisation. On a vu plusieurs responsables politiques aller à Kiev depuis 2 semaines. On a vu Ursula von der Leyen, on a vu également Boris Johnson. Est-ce que vous appelez aujourd'hui Emmanuel Macron à aller à Kiev, voir ce qu'il se passe sur le terrain, rencontrer Volodymyr Zelensky, voir aussi ce qui s'est passé à Boutcha? Le plus de responsables occidentaux se rendront en Ukraine, le mieux. Le plus le soutien à Zelensky s'intensifiera, le mieux. C'est la seule manière de sortir de ce cauchemar. Le pire serait une espèce de guerre de position qui s'éterniserait, qui durerait encore des années, comme d'ailleurs elle dure des années depuis 2014. Parce que, par parenthèse, cette guerre, elle n'a pas commencé le 24 février. Exactement. Moi, j'avais fait de nouveau, pour le même magazine, pour Match, un reportage, il y a maintenant 2 ans et demi, dans le Donbass. C'était déjà la guerre. Il y avait des bombardements constants. Donc, il faut en finir avec ça. Il faut en finir avec cette détresse, cette horreur qui pèse sur ces populations civiles de l'Est de l'Ukraine du fait de la violence, du chantage permanent de l'impérialisme russe. Il faut stopper ça. Donc le maximum de personnalités, de chefs d'État, de représentants de l'Europe qui iront, évidemment le mieux. La Minute Info, on poursuit le débat dans une petite seconde. Les Républicains lancés officiellement dans la course aux législatives. Leur Conseil national s'est réuni aujourd'hui à Paris pour serrer leurs rangs après la défaite de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle. L'enjeu, éviter que certains s'allient à Emmanuel Macron. Rien n'est joué, les choses sont en train de bouger sur le terrain, a affirmé le président LR Christian Jacob. 73e jour de guerre en Ukraine. D'après le directeur de la CIA, il n'y a aucune preuve concrète que la Russie envisage le déploiement ou même l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Bill Burns qui précise tout de même que Vladimir Poutine pense qu'il ne peut pas se permettre de perdre la guerre. En tennis, Gilles Simon raccrochera sa raquette à la fin de la saison. Ancien numéro 6 mondial, vainqueur de 14 tournois sur le circuit ATP, le Niçois est aujourd'hui âgé de 37 ans. Sur Twitter, il déclare « Ce fut une aventure magique, merveilleuse et extraordinaire. Il n'y a aucune tristesse, aucun regret. » Voilà pour la Minute Info, la suite de cet entretien avec vous, Bernard-Henri Lévy. On poursuit cela jusqu'à 20h30. On était en train de parler de ce conflit en Ukraine au 73e jour de guerre. À l'est de l'Ukraine, les principales villes sont dévastées. L'exemple de Mariupol, qui est quasiment devenu un champ de ruines. Il faudra combien de temps pour reconstruire, même si peut-être qu'on ne peut même pas envisager cela aujourd'hui? Mais jamais, malheureusement. Vous savez, ces villes urbicidées, comme génocide, il y a aussi des urbicides. Ces villes urbicidées, on ne s'en remet jamais. Vukovar en Croatie n'a jamais été véritablement reconstruite. On ne reconstruit pas ce qui est perdu. Moi, j'ai connu Mariupol avant cette offensive. Je l'ai connu dans sa magnificence. C'était une ville belle, une ville portuaire, cosmopolite, avec une âme très singulière. Cette âme, je pense qu'elle est morte, malheureusement. Elle survit dans les catacombes de cette usine Azovstal. Ouais. Voilà, mais est-ce qu'on reconstruit une âme? J'en suis pas sûr. L'âme de Sarajevo, est-ce qu'on l'a vraiment reconstruite? Non, il y a là des crimes qui sont irréparables, les crimes contre les personnes, bien sûr. Et puis, la destruction d'une ville, je ne sais pas si on peut réparer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Ukraine. Je veux qu'on parle aussi de l'Afghanistan, parce que vous êtes allé aussi en Afghanistan. Et les talibans ordonnent désormais aux femmes de porter la burqa. C'est un échec aussi pour l'Occident. L'échec pour l'Occident, vous savez, il date du 16 août dernier. Ce saïgon auto-infligé par l'Occident à soi-même, c'était un échec. On en voit les conséquences, on en paye les derniers effets. C'est ça l'échec. Et en effet, les talibans appliquent leur programme. Ils décrètent le voile intégral de leurs femmes, la burqa. Ils intensifient les liens
avec Al-Qaïda. Je vous le signale, les fameux réseaux Haqqani qui sont constitutifs, qui tiennent notamment le ministère de l'Intérieur, sont très liés à Al-Qaïda et leur donnent des positions tout à fait éminentes dans le pays. Donc on va voir tout ça. On a créé ça, oui, bien sûr. C'est la grande défaite de l'Occident et des démocraties, le mois d'août dernier et les suites aujourd'hui. Est-ce que vous craignez qu'on revive justement, comme vous nous expliquez qu'aujourd'hui il y a des liens entre Al-Qaïda et les talibans, que dans les mois, les années à venir, on soit amené une nouvelle fois à intervenir militairement en Afghanistan? J'espère que non, et ce n'est pas ça la question. Ce que je crains surtout, c'est que l'Afghanistan ne redevienne une base terroriste, un camp d'entraînement. Oui. Vous savez, je sais qu'il y a aujourd'hui, par exemple, au département du ministère de l'Intérieur qui délivre les passeports, les pièces d'identité, il y a quelques heures prévues, un jour par semaine, pour les combattants, pour les étrangers. Voilà, pour donner des passeports aux étrangers. Les étrangers, ce sont des Pakistanais, ce sont des Yéménites, ce sont des gens qui se préparent à faire ce tourisme un peu particulier qu'on appelle le terrorisme. L'Afghanistan, c'est redevenu ça. On donne des papiers aujourd'hui à des gens dont le projet, le programme est de venir semer la mort à l'extérieur de la région. Et ce qu'à Dieu ne plaise, j'espère me tromper, un jour en Europe, c'est ça le vrai risque. Il nous reste 5 minutes, restons sur la France à présent. À quel point, Bernard-Henri Lévy, cette guerre en Ukraine a bouleversé notre campagne présidentielle? Je ne sais pas si elle a bouleversé la campagne présidentielle. Elle a obligé un certain nombre de candidats à se démasquer, ça oui, à l'extrême droite et à l'extrême gauche. On a vu des candidats, mais enfin ils ont perdu. Alors qu'est-ce que vous voulez, Le Pen ou Zemmour qui ont été pris au piège, de leur admiration pour Vladimir Poutine, ils ont été pris à revers. Et on a vu Ça n'a pas été le cas pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Écoutez, on verra. Tout de même, si, j'espère, je pense et j'espère qu'il a été entendu, que Jean-Luc Mélenchon fait partie des hommes politiques européens qui prêchent le non-alignement, c'est-à-dire le renvoi dos à dos du boucher et des victimes de Boutcha. C'est ça que nous dit Jean-Luc Mélenchon, comme il le disait déjà d'ailleurs à propos des massacres en Syrie, à propos d'Alep, et comme il le disait peut-être, ça je ne sais pas, à propos de l'Afghanistan. Sur l'Afghanistan, il y a une nouvelle d'ailleurs qui est aussi importante que celle que vous avez donnée tout à l'heure. J'ai donné cette information sur mon compte Twitter cette nuit. C'est une information qui vient de l'entourage du jeune Ahmad Massoud. L'information, c'est que les opérations militaires, la résistance a commencé à marquer des points dans le Panjshir, dans la région du Panjshir. Il y a une contre-offensive. Oui, qui est le fief de l'héroïque commandant Massoud, assassiné 2 jours avant le 11 septembre, et qui est désormais le fief de son fils, est passé à la contre-offensive et est en train d'engager la résistance. Ça, c'est important. Et vous avez bien fait de le rappeler. On revient à la politique intérieure française. Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon. Et moi, depuis le début de la journée, après avoir entendu Jean-Luc Mélenchon pour cette NUP, la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, je me suis dit, mais que pense Bernard-Henri Lévy de cette alliance entre le Parti socialiste et la France insoumise? Je pense que c'est terrible. Comment vous dire, c'est 40 ans de travail des sociodémocrates, des socialistes qui ont fait un travail sur eux-mêmes de deuil et de mémoire qui est jeté à la poubelle. C'est-à-dire les deux gauches irréconciliables dont parlait Emmanuel Valls, les voilà réconciliés au forceps, artificiellement. Pourquoi? Pour servir les ambitions d'un homme et pour donner quelques sièges à une poignée de femmes et d'hommes qui ont peur de tout perdre aux prochaines législatives. Donc c'est navrant. Et quand on rapproche cela de l'union de la gauche ou des unions de la gauche précédentes, c'est absurde, c'est le contraire. L'union de la gauche de 76, qui a gagné en 80, on pouvait être pour ou contre, mais enfin, au minimum, c'était
C'était des programmes qui étaient en question. C'était une négociation sur des idées. Le Front populaire, c'était des idées, c'était des projets de société qui s'étaient mêlés. Aujourd'hui, où est le débat d'idées à l'intérieur de cette NUP? Où sont les idées qui se sont fécondées et enrichies mutuellement? Rien. Ce sont des femmes et des hommes qui vont comme à l'abattoir à Mélenchon, et qui disent d'ailleurs, malgré nos désaccords immenses, malgré Alep, malgré l'Ukraine, malgré la laïcité, il y en a tant de choses, nous acceptons d'aller à la soupe électorale parce que c'est aujourd'hui Mélenchon qui tient le manche de la casserole. Il y a quelque chose de navrant et d'assez pitoyable. Une dernière question, ça passe tellement vite, j'en avais tellement sur la violence dans notre société, ce qu'il s'est passé lors de la manifestation du 1er mai où un pompier est agressé par une manifestante, sur la laïcité, sur même la notion d'islamo-gauchisme, mais on n'a pas le temps, ça va trop vite. Mais je veux une dernière réaction, une dernière réponse concernant le 8 mai 45, qui est une date symbolique, date de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, et vous vouliez dire quelques mots sur cette date qu'il ne faut absolument pas oublier et qu'il faut célébrer, bien évidemment. Un, il ne faut pas l'oublier, mais deux, il ne faut pas laisser les manipulations historiques. La façon dont la Russie se conduit aujourd'hui par rapport à cette date, et le 9 mai, pour eux, puisque décalage horaire, et la façon dont on accepte ça, il y a quelque chose d'ahurissant. La Russie s'approprie l'intégralité de la victoire sur le nazisme, en oubliant que dans les forces héroïques qui se sont battues contre le nazisme, il y avait les Ukrainiens. Et il y avait même parmi les victimes et ceux qui sont tombés pour la défense de la liberté de l'Europe, il y avait probablement une majorité d'Ukrainiens. Est-ce que vous savez, par exemple, est-ce que vos téléspectateurs savent que parmi les quelques hommes qui ont planté le drapeau de la liberté au sommet du Reichstag, il y avait un Ukrainien? Que le libérateur, le premier à être entré à Auschwitz, c'est un tankiste ukrainien qui s'appelait Anatoly Shapiro. C'était un juif d'Ukraine. Donc il y a quelque chose dans cette façon qu'a la Russie poutinienne de détourner l'événement, de se l'approprier, quelque chose qui est très choquant. Et je crois que nous avons tort d'entrer dans le jeu de cette autocélébration de la Russie par elle-même. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Comme on n'a pas eu suffisamment de temps, vous reviendrez. Ben, peut-être. Merci beaucoup. La suite, évidemment, de Soir Info Week-end, c'est dans un instant avec un nouveau plateau. À tout de suite.